messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, la crise iranienne s'intensifie avec le déplacement d'une armada américaine en direction de la nation perse. L'OTAN contre l'UE. À Bruxelles, lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a douché les rêves d'émancipation stratégique européenne. Et enfin, les piratages de données sur Internet continuent en France, avec notamment les fédérations sportives ouvrant la voie à des escroqueries en ligne et des cambriolages. La tension semble à son comble au Proche-Orient. Donald Trump a encore menacé Téhéran, rendant une intervention américaine possible. Le temps est compté. Sur son réseau social True Social, Donald Trump a lancé un ultimatum à Téhéran avant une attaque américaine potentiellement dévastatrice, surpassant les frappes de juin sur des sites nucléaires iraniens. Il exhorte l'Iran à négocier un accord juste et équitable sans armes nucléaires, tout en annonçant l'envoi d'une deuxième armada pour renforcer le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln dans le golfe Persique. Des menaces qui font écho à la répression des manifestations largement relayées en Occident, parfois sans trop de nuances et avec un parti pris farouchement hostile au régime politique en place. La révolte n'en demeure pas moins un épisode sanglant. Les chiffres sont difficilement vérifiables, mais pour Baki Manesh, avocat et président des Français de l'étranger en Iran, il s'agit, quelle que soit la réalité numérique exacte de la crise, d'une catastrophe pour les Iraniens. Le nombre exact, c'est extrêmement difficile à évaluer aujourd'hui. Il est aujourd'hui évident, et d'ailleurs les officiels iraniens le reconnaissent, même si les chiffres sont à la baisse, chez eux reconnaissent plusieurs milliers de morts. Les témoignages qui arrivent, les images qu'on voit laissent effectivement redouter un chiffre impressionnant, écœurant de au moins entre 10 et 15-20 000. Mais aujourd'hui, personne ne peut évaluer ça. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment, le nombre est étourdissant et c'est une véritable catastrophe pour les Iraniens d'Iran. Un drame pour les Iraniens qui réclament du changement, comme lors d'autres mobilisations qui ont eu cours dans le pays ces dernières années. Mais cette fois-ci, la sortie de crise semble être conditionnée à des changements profonds, que ce soit en matière politique et sociale, mais aussi économique, puisque c'est de là que vient la révolte en Iran. La sortie de cette crise historique ne sera pas par des mesures politiques ou économiques cosmétiques. Il est nécessaire qu'il y ait des changements profonds dans le système politique iranien et par là même dans le système économique. Je le rappelle, cette crise, cette révolte a débuté par la grève d'une tranche très importante de la population iranienne que sont les bazaris, les gens du bazar de Téhéran, les commerçants du bazar de Téhéran. L'histoire nous montre que c'est essentiellement à cause de leur grève fin des années 70 que la révolution a commencé et que le Shah est tombé. Or, là également, il y a quelques semaines, Bazaris ont fait grève, sont sortis et à la base, c'était, je dirais, une crise économique, mais qui s'est très vite transformée en crise politique parce que le malaise et les problèmes de société en Iran n'ont jamais été réellement résolus. Même si, sur les 2 dernières années, après la mort tragique de Mahsa Amini, il y a eu une avancée de la lutte des femmes pour enlever le voile islamique, ça, c'était une partie, si vous voulez, de la volonté de la population iranienne. Reste à envisager, ce qui est difficilement perceptible à 5000 km de Téhéran, le rapport de force réel entre ceux qui soutiennent la République islamique, ceux qui y sont opposés et parmi ceux-ci, les différentes approches envisagées. Vous l'avez sûrement entendu auprès essentiellement de la diaspora iranienne, une frange de la diaspora, mais aussi des Iraniens de l'intérieur. Vous entendez des choses, pour une fois, assez terribles, c'est que tout serait mieux que ce qu'ils vivent actuellement. Et par là, ils entendent une intervention étrangère. Ensuite, je dirais qu'il y a 2 franges. Il y a ceux qui souhaiteraient une intervention ciblée sur des institutions politiques, ce qu'on n'a pas eu pendant la guerre de juin entre Israël et Iran. Et puis il y a ceux qui carrément souhaiteraient une guerre ouverte.
Une guerre ouverte qui semble presque une possibilité avec la mobilisation américaine. La diplomatie iranienne a annoncé rejeter toute discussion sous la menace. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Arachgi, affirme que la diplomatie est impossible avec des intimidations militaires, démentant tout contact avec l'émissaire américain Steve Witkoff. Pour Baki Manesh, l'union nationale qui a cours d'ordinaire en Iran contre l'assaillant étranger n'est plus évidente aujourd'hui après la répression des révoltes, mais une attaque américaine ne serait pas nécessairement soutenue pour autant. On n'est plus, je dirais, dans une situation rationnelle où regarder l'histoire de l'Iran et le patriotisme ou le nationalisme des Iraniens suffirait pour prétendre quelque chose. Je ne suis pas certain aujourd'hui, même s'il y aura un réflexe. Mais est-ce que ce réflexe sera majoritaire ? Je ne sais pas. En tout cas, tout dépendra, si attaque il y a, de la nature des attaques. Si les attaques sont ciblées contre des institutions et des symboles politiques, on verra. En revanche, si c'est une attaque massive avec des morts côté iranien assez important, je serais un petit peu plus prudent. Une mesure dans les opérations armées qui n'est pas toujours le fort des Américains si l'on regarde les dernières décennies, mais qui a pu l'être plus récemment au Venezuela. Mais Téhéran n'est pas Caracas et la chute du guide suprême ne mettrait pas fin à la République islamique, d'autant que le pouvoir est bien plus concentré dans les mains des gardiens de la révolution que dans ceux de l'ayatollah Khamenei, quoi qu'en disent ceux qui parlent de régime des mollahs. Les voisins de l'Iran ont, eux, tous appelé à la retenue par crainte d'un embrasement régional et parfois de révolte possible des communautés chiites de leur pays. Le Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes et les Houthis yéménites menacent de leur côté d'une guerre totale en cas d'intervention, malgré un axe de la résistance affaibli depuis octobre 2023. Face à face, un brin tendu entre les députés européens et le secrétaire général de l'OTAN lundi. Mark Rutte s'est montré très sceptique sur une possible émancipation stratégique européenne. Mais à ce jeu-là, la France pourrait tirer son épingle du jeu. Édouard Chano. Des vérités que les dirigeants européens n'apprécient guère. Le 27 janvier, devant les eurodéputés de la Commission de la Défense, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a balayé toute idée d'une défense européenne affranchie des États-Unis et soutenu Donald Trump, qui a contraint les membres de l'Alliance à dépenser 5% de leur PIB dans leur défense. Quand le président Trump fait de bonnes choses, je le félicite et je n'ai rien contre le fait qu'il publie des SMS. Et si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne ou l'Europe dans son ensemble peut se défendre sans les États-Unis, qu'il continue de rêver. C'est impossible. Nous ne le pouvons pas. Nous avons besoin les uns des autres. Et pourquoi ? Je vous le dis. Tout d'abord parce que les États-Unis ont aussi besoin de l'OTAN, parce que les États-Unis restent en sécurité et d'ailleurs la région arctique en est la preuve. Ils ont besoin d'un Arctique sûr, ils ont besoin de sécuriser l'espace euro-atlantique et ils ont aussi besoin de sécuriser l'Europe. Les États-Unis ont donc autant d'intérêts au sein de l'OTAN que le Canada et les alliés européens de l'OTAN. Mais pour l'Europe, si vous voulez vraiment faire cavalier seul, vous devez développer votre propre capacité nucléaire. Cela coûte des milliards et des milliards d'euros. Vous perdrez le garant ultime de notre liberté, le parapluie nucléaire américain. Alors bonne chance. À Paris, ces propos ont froissé l'Élysée, partisan d'une européanisation de la défense. Benjamin Haddad, ministre délégué à l'Europe et pourtant ancien membre du très atlantiste Atlantic Council, s'est retrouvé ce 27 janvier à défendre dans le Deutsche Welle les rêves européens de son patron, soulignant la brutalité grandissante du monde et la nécessité de prendre en charge notre sécurité. L'Europe n'est pas faible, a-t-il plaidé. Mais face à cela, il reste difficile de ne pas concéder un semblant de vérité à Mark Rutte. Comment des dirigeants vassalisés seront-ils en mesure de s'émanciper ? L'obsession élyséenne d'une coalition de volontaires pour l'Ukraine a bien montré les limites des déclarations d'Emmanuel Macron. Sans les États-Unis, les forces françaises et britanniques sont démunies et vulnérables. Le général Jean-Bernard Pinatel, auteur de l'essai « Ukraine, le grand aveuglement européen », souligne lui aussi les réalités de la dépendance européenne évoquée par Mark Rutte, mais rappelle que la France a et doit faire jouer ses atouts nucléaires. Il a totalement raison. Alors, dans les pays européens, j'exclus la France, puisqu'on est le seul pays qui assure sa sécurité par lui-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis totalement opposé au fait qu'on ait réintégré l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique par notre dissuasion nucléaire. Tous les autres pays
et on l'a bien vu avec la guerre d'Ukraine, dépendent de la protection nucléaire américaine. Je pense que les crises ne manqueront pas après la fin de la guerre d'Ukraine. Voilà, il faut que les Européens comprennent. Il faut d'abord que les pays européens augmentent leur budget de défense et aient une vraie armée. Deuxièmement, les Américains ne veulent plus être en première ligne pour ne pas être entraînés contre leur gré. Et troisièmement, que l'Europe reste une Europe démocratique, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes valeurs que les États-Unis, donc que la liberté de la presse soit complète, la liberté d'opinion soit complète et que les élections soient libres. Pour Trump, les pays qui existent vraiment avec qui on peut discuter, alors après il y a les autres qui n'ont pas l'arme nucléaire, mais ils sont obligés d'assurer leur protection avec un pays qui a l'arme nucléaire. Aujourd'hui, les relations internationales, ce n'est pas de l'idéologie, c'est des rapports de force. Et dans ces rapports de force, l'Europe, sans les États-Unis, et je mets toujours la France à part, ne pèse rien. Si on veut assurer notre sécurité, il faut s'allier avec une puissance nucléaire. Il n'y a aucun doute possible, pour l'heure, le commandement militaire de l'OTAN est clairement américain. Les États-Unis restent la puissance militaire maîtresse de l'Alliance et celle-ci leur permet de déléguer le management de leurs supplétifs européens. Si Trump demande plus d'efforts financiers et d'acheter des armes américaines, alors l'intendance suivra. Aucun doute n'est aussi possible sur la personnalité servile de Mark Rutte qui agira toujours contre l'autonomie de l'Union européenne parce qu'il défend son organisation. Depuis qu'il a pris ses fonctions de secrétaire général de l'Alliance Atlantique, il s'est mué en VRP d'un État profond néoconservateur qui veut conserver l'interdépendance militaire et donc financière du vieux au nouveau monde pour consolider le complexe sécuritaire américain. Pour le Batave, l'Europe est démunie sans parapluie nucléaire américain. S'il se réjouit de la hausse des budgets européens de la défense qui nourrira le complexe militaro-industriel atlantique, il prévient que l'autonomie rêvée ferait exploser les budgets nationaux, tout en faisant selon lui le jeu de Moscou. Sans surprise, alors que les dirigeants européistes paniquaient face aux velléités de Trump de mettre la main sur le Groenland, le secrétaire général de l'OTAN bottait en touche, refusant tout commentaire pour ne pas se mettre à dos d'Adi. Alors qu'Emmanuel Macron veut mettre à tout prix les capacités françaises au service de l'UE, la France pourrait plutôt jouir de sa dissuasion nucléaire et d'une stratégie souveraine à sa mesure, ce qui suppose de ne pas se laisser entraîner dans des causes suicidaires comme celle d'une escalade en Ukraine. Les piratages de données en ligne continuent. Les fédérations sportives sont particulièrement touchées, ouvrant la voie à des escroqueries en ligne et des cambriolages. Renaud de Bourleuf. Un État qui doit assurer votre sécurité quand ses responsables ne protègent même plus leurs propres données personnelles. Depuis plusieurs jours, les datas de Nicolas Lernet, le patron de la DGSE et ancien chef de la DGSI, sont mises en ligne sur Internet. Des données piratées sur la base de ses loisirs personnels. Vendredi dernier, la Fédération française de golf a confirmé ce piratage de la base de données de plus d'1,4 million de ses membres, dont le chef de la DGSE. Coordonnées personnelles, adresses, téléphones, courriels, ainsi de hauts responsables censés être spécialisés dans la sécurité de notre pays peuvent se retrouver piratés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une solution qui vous prémunisse à 100% du risque d'être intercepté et écouté. Pragmatisme lucide ou aveu d'impuissance, quoi qu'il en soit, le sommet de l'État et même les institutions publiques peut faire l'objet de piratage. En effet, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative a été victime d'une exfiltration massive de données provenant de l'un de ces systèmes d'information, affectant environ 3,5 millions de foyers. Un phénomène qui vise aussi des administrations comme la mairie de Berson en Gironde. C'est pas moi, c'est le DGS, le directeur général des services, qui est arrivé le matin en premier, vers 7h. Et il a monté au niveau de son bureau et il a vu au niveau de l'imprimante qu'il y avait pas mal de feuilles qui avaient été imprimées. Et à ce moment-là, il a regardé et il a vu que c'était un message en anglais disant qu'il fallait une rançon si on voulait récupérer l'ensemble de notre fonction informatique. Il a compris que c'était une cyberattaque, il n'a ouvert aucun ordinateur et on a vu que tout était vraiment piraté, cryptage de tous les fichiers bureautiques ainsi que les logiciels. Et cela concernait évidemment la comptabilité, la paix, l'état civil des élections. L'usage le plus répandu du vol de data est le hameçonnage, souvent désigné par l'anglicisme phishing. Il s'agit de l'usurpation d'identité d'un tiers de confiance, comme une banque ou une administration, pour tromper la victime et la pousser à donner ses mots de passe ou ses numéros de carte bancaire. Les formes sont assez diverses, escroquerie à la loterie, escroquerie à la livraison de colis, ou encore hameçonnage à la contravention.
Les Français en personne sont les premières victimes de ces attaques. Pour réaliser ces forfaits, prendre vos données auprès des fédérations sportives est une tactique privilégiée des escrocs, comme l'exemple de la fédération de golf l'a montré récemment. Les fédérations de handball, de tennis et de tennis de table ont eu à la fin de l'année 2025 des cyberattaques similaires. Ces organisations font souvent appel à des prestataires communs et à des logiciels de gestion mutualisés. Ainsi, les plateformes centralisent la gestion des licences, des paiements et de la communication pour plusieurs fédérations. Il suffit d'une faille pour compromettre les données de plusieurs milliers de clients, ce qui explique pourquoi ces fédérations sont des proies faciles pour les escrocs. Pire, les données volées peuvent être riches d'enseignements pour commettre d'autres vols. Ainsi, les criminels peuvent facilement repérer des cibles pour des cambriolages. Les fichiers de la fédération de tir sont ainsi parfaits pour ceux qui veulent dérober des armes. En effet, les adresses des licenciés étaient disponibles à la vente sur le dark web. À Limoges, 2 pistolets ont été volés par des individus cagoulés. À Nice, un faux policier s'est présenté au domicile de sa victime et, prétextant un contrôle de police, lui a pris des armes et munitions. Ah, mais j'ai halluciné, quoi. Des données aussi sensibles, de fuiter comme ça devrait être protégé comme le coffre-fort de la Banque de France. Pourquoi ils fracturent une armurerie maintenant, alors qu'ils ont la liste de personnes qui ont des armes chez eux? Dans le même registre, le piratage de la Fédération nationale des chasseurs en janvier a affecté près d'1 million de licenciés. Les données dérobées concernent l'état civil, le numéro de permis et l'historique des examens et formations. L'organisation affirme qu'aucune information bancaire ou aucune information sur la détention d'armes n'a été volée. Mais l'accès à ces fichiers sur le dark web pourrait servir de liste de repérage pour des cambriolages ciblés. Et si l'État n'assure même plus sa propre sécurité sur Internet, peu de chances qu'il soit encore capable de protéger les Français. Une situation particulièrement inquiétante à l'heure où la loi d'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans veut contraindre tous les citoyens à l'identité numérique. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Des nouvelles de la réindustrialisation macronienne. L'équipementier automobile Valeo poursuit sa restructuration en vendant son usine de Saint-Quentin-Fallavier en Isère au logisticien Prologis pour 24,5 millions d'euros. La transaction, signée fin décembre 2025, porte sur le terrain et les bâtiments pour une surface d'environ 30 000 m². L'activité industrielle se poursuivra sur site jusqu'à fin 2027, voire juin 2028, via un bail locatif. La direction assure rechercher des locaux à proximité pour relocaliser la production, mais les quelques 90 à 100 salariés restants, après la suppression de 236 postes en 2025 dans le cadre du plan appelé cyniquement Power Up, soit mise sous tension, restent sceptiques. Cette cession s'inscrit dans un contexte de marché automobile dégradé, notamment du fait des normes européennes, et de réduction des coûts, avec près de 900 emplois supprimés en France dans la division électrification. Les représentants du personnel craignent un abandon définitif de l'activité sur le territoire. Bon pied bon oeil, il sait se montrer vif en communication comme ses collègues. Dans un entretien au Monde publié ce mercredi, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, annonce son intention de nommer un défenseur des droits des enfants auprès de la médiatrice de l'Éducation nationale. Ce poste centraliserait les signalements de violences scolaires ou périscolaires et assurerait leur suivi. Il viserait à renforcer la protection des élèves après des affaires comme Betaram et des violences sexuelles dans le périscolaire public parisien. Le ministre prévoit aussi des contrôles d'honorabilité répétés tous les 3 à 5 ans pour tous les personnels, y compris les intervenants extérieurs, ainsi qu'un protocole d'action standardisé avec affichage en établissement. Une nouvelle création qui ajoutera encore une structure au millefeuille administratif et institutionnel français et qui permet au ministre à qui il reste peu de temps en exercice de continuer d'exister un peu. 4 ans de prison, dont 18 mois fermes. Mardi, le tribunal de Paris a condamné l'ancien sénateur Joël Guerriau pour avoir drogué à son insu la députée Sandrine Josso avec de la MDMA le 14 novembre 2023. La préméditation a été retenue, Joël Guerriau ayant mené des recherches internet et fait ingurgiter à sa victime une dose massive, le double d'un usage récréatif, et l'intention d'agression sexuelle a elle aussi été retenue. Sandrine Josso s'est dite crue par la justice. Joël Guerriau, qui nie toute visée sexuelle, parle d'erreur et a fait appel. Sa peine est assortie d'une inéligibilité de 5 ans. Ironie de l'histoire, il avait voté la loi contre la soumission chimique en 2018. L'actualité internationale en bref. Des agents de l'ICE, la police fédérale américaine de l'immigration, seront déployés en Italie pour les JO d'hiver de Milan-Cortina, a confirmé l'agence le 27 janvier. Leur mission officielle, protéger la délégation diplomatique américaine, dont J.D. Vance et Marco Rubio, et aider les autorités italiennes contre les menaces criminelles transnationales, sans aucune opération d'immigration sur place. Toutes les actions resteront sous contrôle exclusif des forces italiennes, mais l'annonce a provoqué un vif tollé. Le maire de gauche de Milan, Giuseppe Sala, les a déclarés non bienvenus, les qualifiant de milices qui tuent. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, minimise leur rôle, excluant toute intervention en matière d'ordre public ou d'immigration. Pétitions et critiques se multiplient, alimentées par les récentes bavures mortelles de l'ICE aux États-Unis.
Au Royaume-Uni, Reform UK se renforce avec le ralliement d'une vedette de la droite conservatrice. Lundi, le député Suella Braverman a annoncé quitter le Parti conservateur pour rejoindre la formation souverainiste de Nigel Farage. 2 fois ministre de l'Intérieur, elle a plusieurs fois été remarquée en démissionnant de l'éphémère gouvernement Truss, puis lors de son limogeage par le Premier ministre Rishi Sunak. Elle s'est construite une renommée en Grande-Bretagne en prônant sans langue de bois l'expulsion des clandestins. Elle fustige aujourd'hui une trahison du Parti conservateur sur le Brexit et l'immigration. Avec Suella Braverman, Reform UK compte aujourd'hui 8 députés à la Chambre des communes. À défaut d'agir, ils pourront manger. Emmanuel Macron reçoit ce mercredi à l'Elysée pour un déjeuner de travail le Premier ministre danois Mette Frederiksen et le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen. Le président français réaffirmera comme d'habitude la solidarité européenne et le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Danemark et du Groenland. Les échanges porteront sur la sécurité en Arctique et le développement économique et social du territoire, que la France et l'UE se disent prêtes à accompagner. Cette rencontre intervient dans un contexte de tension liées aux ambitions américaines sur le Groenland, malgré de récents signes d'apaisement de Donald Trump. Ce soir, alerte générale, Nicolas Vidal et Alexis Poulain reçoivent l'essayiste Gilles Lartigot pour dénoncer les scandales de l'industrie agroalimentaire, également au programme Passé présent. Et demain, jeudi, dès 7h, un zoom avec Adrien Monville qui présente son ouvrage Le capitaliste, le woke et le geek. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.